Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La vie suffit. Pourquoi des gens, certaines personnes, se sentent obligées de nous expliquer la vie et comment est-ce qu'on fait pour réagir face à ces personnes-là qui veulent toujours nous donner leur avis sur notre corps, nos choix, notre manière de vivre. Pourquoi ces gens-là se sentent poussés à expliquer la vie des autres sans y être invités? Et surtout, comment est-ce qu'on va faire pour poser nos limites et garder notre autorité intérieure, notre assise dans ces situations? Eh bien écoutez, on va débriefer de ça ensemble parce que c'est un thème que vous m'avez beaucoup demandé ces derniers temps. C'est parti. Je suis Chloé Bloom, entrepreneur aux multicasquettes, et chaque jeudi je vous partage les réflexions, les phases d'introspection et les clés qui, selon moi, permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Salut tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode. Alors non, je vais pas pousser mon coup de gueule, mais honnêtement, ça fait des années que j'ai envie de vous parler de cet épisode, de cette thématique-là. Voilà, ça fait des années que j'avais envie de vous parler de cette thématique-là parce que évidemment, je suis pas mal exposée à ça sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie de tous les jours, comme en fait, je pense à peu près tout le monde. Moi, ça venait particulièrement me chercher, etc. Donc c'est un sujet que j'ai, encore une fois, pas mal creusé, pas mal exploré. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, dès le début de l'épisode, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai créé une bibliographie des ouvrages et des articles que j'ai lus, justement, qui m'ont aidé à comprendre ce phénomène-là, et pourquoi ça m'agaçait autant, et pourquoi ça me mettait autant en rogne, en fait. Donc je vous ai fait une bibliographie que vous pouvez télécharger, c'est 100% gratuit, hein. Vous cliquez, en gros, dans la description de l'épisode, il y a marqué... Tu peux télécharger la bibliographie complète, vous cliquez dessus et vous aurez voilà, le fichier avec les livres et les articles, etc. Si vous voulez voir, parce que en fait, voilà, c'est un thème. Le fait que des gens relous nous expliquent la vie, donnent des conseils qui sont non sollicités, mais surtout en fait qui essayent de nous expliquer la vie, c'est un thème que j'ai exploré via de la socio, de la psycho, de la philo aussi. Via des essais, et en fait qui revient un peu au centre de ma vie ces derniers temps. Je suis en train de terminer un livre que j'ai marqué en fait dans la bibliographie, qui s'appelle Ces hommes qui m'expliquent la vie, de Solnit, mais vous verrez. Et c'est également un thème qui est revenu dans ma vie parce que ces dernières semaines, on va dire, j'ai été confrontée plusieurs fois à des situations comme ça, un peu costauds, qui sont venus bien me chercher, qui m'ont bien agacée, etc. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être suivi l'histoire du fameux coach sportif de ma salle de sport que j'ai signalé pour des problèmes, pour des comportements très problématiques et qui s'est finalement fait virer. À l'heure où je vous enregistre ce podcast, j'ai appris qu'en fait avant moi, il y avait déjà eu 50 plaintes. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Puis en fait, au-delà de ça, j'ai été confrontée à ça régulièrement et souvent, j'ai pas trop su comment réagir. Et en fait, j'ai des exemples qui sont hyper marquants de situations comme ça où il y a eu des personnes qui ont soit profité de leur statut professionnel, la fameuse blouse blanche, soit qui ont, ou par exemple, de leur statut professionnel ou de leur statut social ou de leur genre, de leur sexe, etc., pour se mettre un peu dans une posture de personne qui va m'expliquer la vie, essayer d'être un peu écrasant, dominant, etc. Donc, je sais qu'en fait, on est toutes et tous exposés un jour ou l'autre à un comportement comme ça. Je pense que les femmes sont aussi plus souvent exposées à des comportements comme ça, mais je sais que ça arrive également avec des hommes, puisqu'il y a des hommes et des femmes en fait qui ont ce genre de comportement. Et je vous le dis avant tout, je suis convaincue également qu'on a toutes et tous eu un jour ou l'autre un comportement comme ça, où on s'est placé en personne qui va expliquer la vie à quelqu'un d'autre, souvent sans en avoir conscience, mais on peut aussi en avoir conscience et qu'on le fasse un peu pour nous faire mousser, si vous voulez. Mais je vais y revenir. L'idée, c'est vraiment de pouvoir décortiquer un petit peu tout ça. Donc, je vais vous donner aussi plein d'exemples qui sont issus de mon expérience pour que vous compreniez en fait à chaque fois pourquoi c'est problématique et en fait ce qui est venu me chercher, etc. L'idée, c'est comme d'habitude, pas juste de vous parler de moi, mais que à travers les expériences que je puisse vous partager, peut-être que vous allez reconnaître des sentiments que vous avez déjà vécus, des situations que vous avez déjà vécues. Et je sais que c'est le cas parce que l'autre fois, j'ai ouvert une boîte à questions et vous avez été, je pense, plusieurs milliers à m'expliquer que vous aviez vécu ça avec des profs, avec des potes ou des trucs comme ça, et c'est, bon bref, c'est exaspérant. Voilà, clairement c'est exaspérant. Bon, alors déjà, on va essayer de mettre des termes, en fait, d'expliquer clairement, en fait, c'est quoi quelqu'un qui nous explique la vie. Clairement, quelqu'un qui nous explique la vie, si je vous donne quelques exemples que j'ai pu vivre, ça va être encore ce matin, je vais dans une toute nouvelle salle de sport. Décidément, les coachs de sport en ce moment... Pardon, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas celui qui s'est fait virer, donc c'est un autre coach.
Donc je fais beaucoup de sport depuis, 10 ans. 10 ans, je fais énormément de sport. Aujourd'hui, je fais plus de 15 heures de sport par semaine. J'ai une très bonne connaissance de mon corps, une très bonne connaissance des mouvements, etc. Et j'ai aussi une bonne connaissance de comment les mouvements, à quoi ça ressemble ces mouvements-là sur mon corps, avec les faiblesses que j'ai, les forces que j'ai, l'hyperlaxité que j'ai parfois, les raideurs que je vais avoir, les blessures que je vais avoir, etc. Petite parenthèse également, j'ai une fracture. En ce moment, j'ai une fracture à la jambe. C'est pas très grave, c'est une fracture de fatigue. Donc, c'est une petite fracture qui fait que je suis challengée, j'ai des douleurs, etc. Donc, j'essaie de tout adapter, mais j'arrête pas le sport pour autant. Et j'arrête pas non plus les impacts. En fait, je continue de courir parce que, bref, je suis suivie en gros par des super médecins du sport, des personnes qui sont spécialisées dans la course, etc. Donc, en vrai, tout va bien et je continue de me préparer pour mon Aerox qui arrivera en novembre. Donc, je vous pose le contexte parce que, mine de rien, il va être important par rapport à différentes références que je vais vous donner. Donc, ce matin, dernière en date, qui était absolument pas, qui est pas du tout grave, mais je me suis dit, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Le truc, c'est qu'en fait, ces derniers temps, j'ai eu une barquette de cerises sur le gâteau, donc je me suis dit, bon, vas-y, go, ça m'inspire trop. Comme d'habitude, j'essaye de transformer quelque chose qui me touche finalement en quelque chose de super constructif et de parler de ce sujet à toutes les personnes qui écoutent le podcast. J'arrive dans cette nouvelle salle de sport, donc on avait des exercices que je fais depuis 10 ans à faire, qui sont des exercices que je connais. Et donc j'adapte le poids, en effet, pour qu'avec ma jambe ça passe, parce que j'ai quand même des douleurs, donc j'essaye de pas mettre trop lourd, mais je préfère bien me concentrer comme d'habitude sur l'exécution du mouvement, etc. Et donc le fameux coach, qui était au-delà d'être un peu désagréable, en fait, parce que je le trouvais un peu arrogant, un peu... En fait, il était assez condescendant, mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, en fait, c'est peut-être que c'est juste moi qui le connais pas, et que c'est peut-être juste quelqu'un un peu timide, un peu introverti, ou juste qu'il est un peu condescendant, parce que voilà, il est chez lui, c'est sa salle, je sais pas. Bon, bref, c'est pas grave. Et en fait, il vient une première fois, et il me dit... et donc, il me demande ce que je fais comme sport, et je lui dis, bah là, je reprends juste après un mois de pause, parce que j'ai une fracture de fatigue, donc je reprends tranquillement, je suis suivie par mes médecins, etc. Et là, il commence déjà à m'expliquer comment je dois gérer ma fracture, tous les conseils médicaux, il me dit de ne pas écouter mes médecins, et il me dit, lui, moi, ce que je dois faire. Donc, première explication, genre, mec, t'es personne, t'es pas du tout médecin, je suis suivie, à quel moment, en fait, tu prends la place de mes médecins en pensant mieux savoir que ce qu'il faut pour ma jambe, sachant que je t'ai même pas expliqué quel était l'os qui était touché. Bref. Première situation, mais je ne dis rien parce que, honnêtement, c'est le genre de situation que même vous, en fait, je pense que vous avez déjà vécu plein de fois, que ce soit par rapport à votre santé ou à quoi que ce soit. Et c'est pas très méchant, c'est des comportements où on a envie de vous donner des conseils alors que vous n'avez strictement rien demandé, et c'est clairement des conseils en plus qui ne collent pas aux compétences de la personne. Mais honnêtement, je pense qu'on a tous pris un jour ou l'autre cette posture-là, et ça se fait énormément en plus sur les réseaux sociaux, d'un peu dépasser notre champ de compétences parce qu'on a envie de conseiller, parce qu'on est persuadé qu'on sait qu'on sait ce qu'il faut faire, quoi. Donc bon, premier. Et puis je dis, pas de souci, je suis très bien suivie, etc. Je vais juste aujourd'hui pas mettre trop de poids. Et puis voilà, en plus, tout à l'heure, il faudra que je fasse un petit run, en fait, enfin, je cours. Et j'ai un Aerox, quoi, qui arrive dans 3 mois. Donc un Aerox, c'est une compétition sportive à haute intensité, enfin voilà, d'entraînement, etc. qui aura lieu à Bordeaux, donc je fais ça. Donc je lui dis, bah, j'ai un Aerox dans 3 mois, donc j'ai envie de continuer à m'entraîner. Le coach me répond, il me fait une deuxième, il me dit, non, peut-être que tu auras un Aerox dans 3 mois, peut-être. Peut-être que tu feras un Aerox dans 3 mois, il n'y a rien de sûr là-dessus. Et donc là, je suis hyper surprise. Là, vraiment, je tombe sur les fesses en me disant, mais mec, on s'est jamais vu. Dans quel monde tu me dis ça? Et il renchérit en mode, peut-être que tu le feras si jamais tu t'es assez concentré sur ta recovery, quoi, sur ta guérison. Donc là, je me suis dit, waouh, il est condescendant quand même, hein, Max, quoi. Donc, en fait, dans ces cas-là, on met pas de pièces dans la machine. Enfin, en tout cas, moi, je décide de ne pas mettre de pièces dans la machine. J'ai pas du tout envie de recadrer de quoi que ce soit. J'ai envie de faire ma séance, donc je baisse les yeux, je me concentre sur ma barre et je continue mes deadlifts. Et puis, la séance continue, et puis ça commence un peu à m'agacer parce qu'en fait, il est tout le temps en train de me toucher pour me corriger mes postures, etc. Et en fait, moi, j'aime pas ça. Déjà, tu demandes. Le consentement, c'est quelque chose qui est important. Et en fait, c'est hyper intrusif si, en plus, t'as pas demandé. Et en plus, pendant un moment où on est très concentré sur nos ressentis, etc., on n'a pas du tout envie d'être touché. En fait, surtout qu'on se connaît pas et que, en fait, j'ai pas envie, t'as pas besoin de me toucher pour corriger ma posture. Et de me toucher tout court parce que c'était pour d'autres choses que pour corriger ma posture. Par exemple, me faire des checks dans l'épaule et tout. Moi, j'aime pas, en fait. Mais bon, ça, c'est une chose, c'est pas... J'allais dire, c'est pas grave. Si ça l'est, mais en fait, ça fait pas partie de ce que je voulais vous dire par rapport à expliquer la vie, quoi.
Et en fait, sur un autre mouvement, il essaye de m'expliquer. En fait, il me dit de corriger ma posture, alors que c'est un exercice que je fais bien et que je fais depuis 10 ans et que je me suis déjà fait corriger beaucoup de fois par de nombreux coachs au tout début pour vraiment avoir la posture idéale, et je sais qu'elle est adaptée en fonction de mon corps, ma colonne vertébrale, mon dos, mes proportions, mes faiblesses, mes forces, mon hyperlaxité au niveau des épaules, etc. En fait, il me dit non, mais là, en fait, non, corrige ta posture, en fait, parce que c'est pas comme ça que tu vas progresser, il faut que là, tu mettes le dos rond, machin, etc. Et je lui dis, j'y arrive pas, je veux bien essayer, mais en fait, là, si je fais ça, je sens que ça va me mettre une telle pression sur le bas du dos que je vais me coincer le dos, en fait, ça va me faire mal. Et il me dit non, en fait, c'est peut-être qu'en fait, tu fais pas le bon exercice depuis toutes ces années. Donc, c'est pas grave, je suis en train d'halluciner, mais j'essaye de rester ouverte, je me dis, après tout, c'est un coach, pourquoi pas ? Je veux bien essayer une nouvelle technique parce qu'en réalité, pour un exercice de sport, il y a à chaque fois plein de manières de le faire. Et c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est qu'il n'y a pas une science exacte, en fait, c'est qu'il y a plein de manières de le faire différemment, surtout d'adapter à notre corps. Mais malgré tout, il corrige ma posture, donc en me touchant, en me poussant, etc., en contraignant mon corps à entrer dans la posture dans laquelle il voulait me faire entrer. Et ça me fait vraiment mal au dos, mais ça me fait pas mal aux muscles. Ça me fait, je ressens des pressions qui sont pas normales sur la colonne vertébrale, etc. Et donc, je lui dis non, mais en fait, je vais pas la faire comme ça. Et sa réponse, c'était, en fait, faudra pas t'étonner de pas progresser. Le mouvement, en fait, c'est normal que tu arrives depuis tout ce temps, vu comment tu le fais, t'as aucune amplitude. En fait, c'est sûrement parce que t'as aucun contrôle de tes muscles et aucun contrôle de tes épaules, etc. Et en fait, là, je commence à halluciner. Je me suis dit, dans un premier temps, est-ce que c'est parce que mon orgueil est touché et que j'arrive pas à me remettre en question ? Et puis, en fait, assez rapidement, je me suis dit, attends, Chloé, t'en es plus là. T'en es plus là, la remise en question, ça c'est bien, mais ça va 2 secondes. En fait, là, ce mec, il essaye de te dire qu'il comprend mieux que toi ton corps, alors que c'est toi qui vis dedans et toi qui t'entraînes avec depuis 10 ans, que tu fais assez de sport et que t'as une expérience quand même de sportive et une connexion à ton corps qui est très fine. Donc, tu vas pas laisser un mec t'expliquer comment t'es censé te comporter, comment t'es censé ressentir un truc dans ton corps et quel contrôle t'as sur tes muscles, etc. Sachant qu'en plus, là, on parlait d'un de mes points forts au niveau de la mobilité des épaules et du contrôle que j'ai sur le moindre de mes muscles. Mais bref, ça, on s'en fout, c'est pas le sujet. Et donc, j'ai fini par lui dire « Ok, écoute, moi je vais faire comme je préfère le faire parce que je veux pas me blesser aujourd'hui et que je suis sur une reprise et ça s'arrêtera là, donc j'ai pas voulu recadrer. » Mais je me suis dit « Ça va alimenter l'épisode que je vais faire sur justement le splaining, donc le phénomène d'avoir des gens qui nous expliquent la vie. » Et je me suis dit « C'est parfait, il m'en a fait 3, j'explique ça, je partage ça, comme ça vous voyez si vous ça résonne. » Il y avait juste ça ce matin, donc en soi c'est pas un truc hyper important, mais c'est le genre de choses qu'on peut vivre à répétition. Et ce genre de comportement, parfois, en fonction de notre sensibilité, du moment, de l'attitude et de ce que la personne va insinuer, etc., ça peut beaucoup nous atteindre. Et il y a eu des moments dans ma vie où moi je m'en foutais un peu, et par exemple là, le comportement de ce prof-là ce matin, ça m'a pas blessée, ça m'a pas vexée. Par contre, je me suis sentie super insécurisée. En fait, j'ai eu vraiment, très rapidement, la sensation que mon expérience dans le sport était complètement illégitime. Et en fait, franchement, l'espace d'1 minute, je me suis sentie nulle, en fait. L'espace d'1 minute, je me suis sentie nulle et j'avais complètement oublié mon expérience de sportive. Et heureusement, ça n'a duré qu'1 minute et très vite, en fait, ma confiance en moi, mon assise, mon autorité a repris le dessus. Et là, je me suis dit, mais en fait, attends, une femme qui n'a pas confiance en elle comme je peux l'avoir, ou une femme qui n'a pas confiance en son corps, ou qui n'a pas une expérience comme ça, etc., en fait, c'est quel genre d'annulation? Parce qu'en fait, moi, c'est ça que je pense que ça donne une espèce d'annulation de ton expérience. En fait, ça illégitime complètement ton expérience dans ces moments-là. Donc, certaines personnes vont pas bien le vivre. En fait, on peut se sentir niée, on peut se sentir super impuissante, vous pouvez être super agacée, vous pouvez être super irritée, vous pouvez être en colère, etc. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui m'expliquait la vie et qui légitimait un peu ce que je vivais et mon expérience et mes connaissances, etc. J'ai passé beaucoup de temps à croire qu'ils avaient raison et que si quelqu'un me disait ça et que si quelqu'un prenait une posture de sachant par rapport à moi, j'ai vraiment cru ça pendant des années et ça jusqu'à il y a 3 ans encore. J'ai cru que si quelqu'un prenait une posture de sachant avec moi, c'est qu'il avait forcément raison parce qu'en fait je voyais la posture avant de voir la preuve, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper courant. Et il suffit d'être un peu impressionnable, d'être dans un moment de vulnérabilité, d'être quelqu'un qui doute un peu de soi, qui n'a pas forcément beaucoup de connaissances, qui croit pas forcément en son expérience, qui n'a pas beaucoup d'autorité radicale, donc pas beaucoup de souveraineté, d'autorité intérieure, je dirais. On peut très vite, en fait, soit devenir influençable, soit se remettre en question, mais trop, en fait. Il y a un moment donné où la remise en question, c'est très bien, mais il y a un moment donné où c'est trop, en fait, où c'est trop et où c'est pas à nous de nous remettre en question, c'est à nous de recadrer ces gens qui se prennent pour
notre mère, en fait. À un moment donné, c'est ça. Donc, moi, ce que je voudrais dans cet épisode-là, c'est justement m'adresser à toutes les personnes, hommes et femmes, qui se sentent touchées par ce phénomène, où il y a quelqu'un qui débarque, qui prend de la place, qui vient illégitimer un peu ce qu'elles ressentent, qui vient leur expliquer la vie alors qu'elles n'ont rien demandé, qui vient leur dire qu'en fait, elle sait mieux que tout le monde et qu'elle sait mieux en particulier qu'elle, et ça, sans s'appuyer forcément sur des diplômes, des compétences ou quoi que ce soit. Et même parfois, c'est en s'appuyant sur des diplômes, des compétences ou quoi que ce soit, mais c'est quand même super inapproprié. Voilà. Donc, de toute façon, je vais vous redonner des exemples et je vais vous reparler de plein de trucs. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que il y a un nom pour ça qui s'appelle le surplomb didactique. Donc, en fait, moi, pendant longtemps, j'arrivais pas à trouver le mot qui expliquait ce phénomène qui me foutait mais en boule, mais vraiment qui me mettait au bout du rouleau. Évidemment, ces dernières années, j'ai compris avec le terme mansplaining que ce que je ressentais, en fait, c'était complètement légitime. Sauf que le terme mansplaining, donc il est très utilisé, beaucoup dans le milieu du féminisme, mais on l'entend de plus en plus sur les réseaux sociaux. Il a été beaucoup, on va dire, répandu grâce notamment à l'ouvrage de Solnit, Ces hommes qui m'expliquent la vie. Et le terme mansplaining, en fait, il désigne vraiment un homme qui nous explique quelque chose, qui explique quelque chose à une femme, à un domaine, un sujet, ou une expérience qu'elle maîtrise déjà totalement en tant que femme. Voilà, mais qui se place en sachant sur un sujet en fait que la femme maîtrise complètement. Et ça, en fait, si vous voulez, ça permet de nommer une asymétrie un peu genrée, comme par exemple, je sais pas, si un homme vient expliquer à une femme son cycle menstruel en lui disant comment elle se sent et comment elle est censée se ressentir, ou sa sexualité, ce qu'elle va ressentir, etc. Ou même un homme qui va dire à quel point le féminisme pour une femme, machin, etc., sans jamais citer ses sources ou quoi que ce soit. D'accord ? Bref, donc moi, si vous voulez, avec le terme mansplaining ces dernières années, évidemment, ça a mis un mot sur ce que j'ai pu ressentir à multiples reprises avec des hommes dans ma vie. Mais le truc, c'est que ce truc-là, ce sentiment, un sentiment d'injustice et d'impuissance, je l'ai ressenti aussi plein de fois en fait avec des femmes. Un des derniers exemples en date, c'était justement pendant mon passage en France. Donc, vu que j'ai une fracture à la jambe, j'ai vu pas mal de personnes du corps médical. Et donc, j'ai tout fait. Bref, tout ce qu'il fallait, les radios, les scanners, les analyses de course, les médecins du sport, le kiné, l'ostéo, des semelles. J'ai fait, bref, tout ce qu'il fallait. Et j'ai vu une professionnelle de la santé qui m'a fait un surplomb didactique de folie, où en fait je venais simplement pour parler d'un truc précis, à savoir ma jambe, et très rapidement, en fait, elle m'a juste demandé où je vivais, donc je lui ai dit que je vivais à Bali. On est très vite venu sur un sujet, à savoir l'énergétique, et en l'espace de 30 secondes, elle m'a expliqué la vie, comme quoi je ne connaissais rien à l'énergétique, que mon professeur de Qigong était mauvais, qu'il fallait que j'arrête de le croire. Alors, elle l'a jamais entendu, elle sait pas qui c'est, enfin rien du tout. Et qu'en fait, c'était plutôt comme ci qu'il fallait faire et plutôt comme ça. Et qu'en fait, elle a commencé à me donner des explications sur où, quoi, comment, de quelle manière, avec qui il faut que je pratique mon Qigong et mon truc. J'avais rien demandé. Elle ne savait rien sur moi, ni sur ma pratique. J'aurais pu pratiquer depuis 20 ans le Qigong. Elle l'aurait pas su. Donc, en fait, ça a été complètement inapproprié, avec un ton extrêmement condescendant et extrêmement cassant. Bon, j'ai rien dit parce qu'en fait, ce genre de comportement me prend tellement de court qu'en fait, ça me fait rire la plupart du temps. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression de voir, vous savez, un petit roi ou une petite reine un peu despote qui a envie de faire un peu sa loi, mais ça marche pas, tu vois. Je suis pas hyper impressionnable, puis ça marche pas. Juste, on dirait Joe des Dalton, en fait. On dirait juste ça, tu vois. Donc, bref. Donc, avec une femme, j'ai déjà vécu ça. Puis j'ai vu aussi des femmes faire ça avec mon conjoint, des femmes entre elles, des hommes à des femmes à des hommes, bref. Donc en fait, c'est un comportement que tout le monde prend un jour ou l'autre. Parfois, c'est de manière très toxique. Et donc, en général, de ce que j'ai pu voir, c'est souvent des personnes qui n'ont pas forcément une grande conscience d'elles-mêmes, mais qui sont persuadées que si. Et parfois, ça va être d'autres choses qu'on va voir aussi. Mais ce terme-là, quand j'ai réussi à comprendre, quand je me suis intéressée plus profondément à un terme plus global qui englobe tout, en fait, moi, ça m'a vraiment aidé à mettre des mots sur ce que je ressentais, et c'est un phénomène qui est pas cool. Et donc ça, c'est le surplomb didactique. En fait, le surplomb didactique, c'est une posture que va prendre quelqu'un pour s'installer au-dessus de vous, pour s'installer au-dessus de votre expérience, et qui va commencer à vous délivrer une explication que vous n'avez absolument pas sollicitée et qui est condescendante. D'accord ? Donc en fait, c'est surplomb didactique. En gros, voilà, je me place au-dessus de toi et commence à t'expliquer les choses. Donc en fait, c'est une manière de se hisser en t'appuyant un petit peu dessus. Je vais développer, parce qu'honnêtement, tout le monde n'a pas de mauvaises intentions en faisant ça. Je vais le dire comme je le pense. Je pense qu'il y a de la bêtise parfois là-dedans. Je pense qu'il y a clairement un manque d'intelligence émotionnelle, parfois un manque d'intelligence relationnelle.
Parfois, c'est pas des bonnes intentions, c'est souvent beaucoup d'orgueil, souvent des personnes qui n'ont pas conscience d'elles, comme je le disais, mais il y a parfois aussi d'autres raisons qui sont aussi mignonnes, j'allais dire. Et vous allez voir, je vais vous redonner des exemples. Ce que je pense, mais encore une fois, ça c'est juste que ce que je pense, donc c'est pas vrai forcément, c'est que j'ai l'impression que ça reste quand même un phénomène de société qui est grandissant. Maintenant, il y a des études sociaux aussi là-dessus, notamment à cause des réseaux sociaux, pour plein de raisons, qui fait qu'en fait, les réseaux sociaux, ça invisibilise, donc c'est facile d'être invisible et de commencer à expliquer la vie à quelqu'un. Il y a la notion d'anonymat, c'est facile, et il y a un phénomène de désinhibition. En gros, via les réseaux sociaux, on n'a pas besoin... En fait, il n'y a pas de filtre. Donc, les gens se permettent sur les réseaux sociaux de dire des choses et d'écrire des choses qu'ils ne seraient pas capables, mais jamais capables dans la vie, de les dire, de les assumer, en fait. Mais vraiment. Et ça, c'est quelque chose que je vois tous les jours. Le nombre de personnes sur les réseaux sociaux de manière hebdomadaire qui m'expliquent qui je suis, que visiblement ils me connaissent mieux que moi, je me connais moi-même, qui me disent que justement je n'ai pas de recul sur moi-même, que je n'ai pas conscience de moi-même, qui essayent de me donner des conseils que j'ai pas demandé. À la limite, ça passe, c'est pas tout à fait la même chose. Mais qui m'expliquent qui je suis en me mettant des étiquettes et des machins et des trucs. Non mais en fait là tu te connais pas, en fait toi t'es comme ci, t'es comme ça, de toute façon toi tu crois que t'es comme ça, mais moi j'ai écouté ton podcast, ça se voit clairement que t'es comme ça, que t'es comme ci, que t'es comme ça. Et c'est juste lunaire en fait, enfin vraiment à chaque fois j'ai pas de mots parce que juste je trouve ça hallucinant. Ça peut être via des commentaires, de fait il y a plein de moments en fait comme ça. Des personnes qui me disent comment je devrais plutôt vivre ma vie, à quoi je devrais plutôt ressembler. Voilà, avec les réseaux sociaux c'est très 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 désinhibé, à quel point il faudrait que j'ai un peu plus d'esprit critique. Bref, en fait plein de choses, mais ça peut être aussi, si vous voulez, tous les coachs business et plein de coachs, ça fait des années que je suis contactée très régulièrement par des gens qui sont coachs depuis une semaine, qui sortent d'une école ou quoi que ce soit, et qui commencent à me dire que il faut que je me fasse coacher, qu'ils vont me coacher sur mon business et mon machin, parce qu'ils pensent que je suis pas alignée, parce qu'il y a ci, il y a ça. Une dinguerie en fait. Ok, c'est bien dosé, mais en même temps, c'est bien de se retenir, un peu d'humilité. Là, j'ai l'impression que les discours, c'est beaucoup, faut oser. Non, n'osez pas trop, quoi. Je veux dire, n'osez pas trop. Et puis, arrêtez de bosser sur votre syndrome de l'imposteur, faut le développer un peu, là. parce que c'est un peu chaud, quand même. Donc bon, bref, je ferme la parenthèse. Faut mieux en rire qu'en pleurer, ok? Donc, je ferme la parenthèse. Mais en gros, j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc un peu grandissant, notamment sur les réseaux sociaux, ce qui fait que on est beaucoup à vouloir toujours ajouter un peu des petits conseils, des petites leçons de morale, des tas de trucs un peu partout, et je me vois le faire aussi, en fait. C'est pour ça que tout le monde prend un jour ou l'autre cette posture-là. Mais le surplomb, en fait, c'est vraiment une manière de se hisser au-dessus de l'autre. Et en fait, ça, c'est pas du tout OK, parce qu'en fait, on est en train de parler de jeu de pouvoir, clairement. La manière dont ça peut s'établir aussi, peut-être que vous l'avez regardé, peut-être que vous l'avez vu, peut-être que vous l'avez constaté dans votre vie, ça va être aussi des personnes qui prennent la posture du sachant, alors qu'ils savent que dalle, et que des fois, on a envie de leur dire « mais ferme-la, quoi ». C'est quelqu'un qui prend la posture du sachant, donc l'énergumène ayant la posture du sachant est relativement présent dans le domaine de la spiritualité. Il a tendance à avoir un bâton dans l'oignon, à s'asseoir tout droit et à commencer à vous expliquer en quoi vous êtes une personne qui n'a pas assez travaillé sur elle, qui n'est pas assez éveillée et qui n'est pas assez pure, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là-dedans, mais ça peut être dans d'autres domaines, il y a vraiment ce truc de syndrome du sachant, de moi je sais mieux que toi, et qui tu es, et sur quoi il faut que tu travailles, et tes blessures, et les solutions pour toi, et ce qui se passe dans ton corps, et ton expérience, et les connaissances. Donc bref, syndrome du sachant, ça c'est relou, mais c'est souvent pour se donner une consistance, et c'est aussi de la connerie, parce que on parle même de l'effet Dunning-Kruger. Je pense que peut-être que vous connaissez, j'en avais déjà fait un épisode là-dessus, je crois en 2021. L'effet Dunning-Kruger, c'est aussi ce truc de moins on a de confiture, plus on l'étale. C'est qu'en fait, c'est une courbe que Kruger et Dunning ont établie qui est très intéressante. Une courbe, en fait, où on se retrouve un peu sur un pic, la montagne de Dunning-Kruger, où en gros, quand on a le moins de compétences dans quelque chose, on a une illusion d'avoir le plus de compétences et de savoir beaucoup de choses, etc. Et en fait, il y a une illusion de croire qu'on a beaucoup de compétences alors que c'est quand on en a le moins, en réalité. J'espère que c'est clair. Donc bref, il y a aussi ça qui joue là-dedans. Puis il y a autre chose qui joue, c'est tout ce qui va être paternalisme et maternalisme. Donc ça, c'est une manière que certaines personnes vont avoir de vous infantiliser en vous parlant comme si vous n'étiez pas capable, comme si vous étiez une chose fragile, comme si vous ne saviez pas, ou comme si vous y étiez dépendante. Sauf qu'en fait, c'est pas forcément le cas. Je reprends un exemple que j'ai vécu récemment. Toujours en salle de sport, mais en même temps, je passe beaucoup de temps en salle de sport, donc forcément, puis dans mon entourage, il y a que des gens trop cool qui font pas ça avec moi. Toujours en salle de sport. Et encore une fois, je pense que ça, c'est la version un peu mignonne, si vous voulez.
en salle de sport avec une femme, où donc j'arrive et je suis censée faire mon exercice, on est censé tourner à 2, et donc je me mets avec une femme qui fait très peu de sport, pour le dire très vulgairement, qui a pas du tout de niveau sportif, c'est-à-dire qui fait pas bien ses exécutions de mouvements. Je pense qu'elle était très débutante en fait là-dedans, et en fait c'est génial qu'elle en fasse. Moi j'ai jamais de souci à tourner avec quelqu'un qui débute ou quoi que ce soit, mais du coup chacun son truc quoi, chacun ses poids, chacun ses mouvements, chacun ses machins, etc. Et en fait donc si vous voulez c'était un peu la quinca de la salle qui venait faire son sport pour s'entretenir et tout, je trouve trop cool, mais qui était pas une athlète en fait, c'est ça que je veux dire. J'essaye de pas être maltraitante en fait dans mes mots, parce que j'ai pas envie de heurter les sensibilités des égos ou quoi que ce soit, mais à un moment donné il faut dire les choses. Et en fait elle a commencé à me coacher, et j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? mais c'était mignon, parce qu'en fait elle prenait une posture de mère couveuse, sauf que même ça, le phénomène de mère couveuse, en fait faut arrêter. C'est insupportable, on n'aime pas. En fait, on n'aime pas. C'est-à-dire la posture de mère surprotectrice, de la personne en fait qui nous surprotecte. Bon, évidemment, c'est des stéréotypes qui sont très véhiculés, et notamment des stéréotypes de genre. Genre, une femme a souvent besoin d'être surprotégée, soi-disant, d'après les stéréotypes qui sont véhiculés, sauf qu'en fait, c'est pas le cas. On se débrouille, on est hyper indépendante, on trouve des solutions à tout. Il n'y a pas du tout de ça d'histoire. Là, c'était pas vraiment lié à ça. C'était plus lié au fait qu'elle venait déjà dans cette salle très régulièrement. Moi, c'était la première fois dans ma salle. Mais en fait, elle a commencé... Je savais que c'était pour être sympa. C'était, par exemple... non, mais en fait, là, il faut surtout pas que tu mettes de poids que tu pourras pas soulever. Et puis attends, surtout, n'hésite pas à prendre tant de temps de repos. N'hésite pas surtout à faire ça. Comment va ta jambe? Je lui dis non, mais ça va, elle est juste sensible. Non, mais tu sais, moi, je pense que là, il faudrait que tu fasses plus doucement, et puis surtout, pense à te reposer et ne fais rien qui va te faire mal à ta jambe, etc. Mais j'avais envie de dire, mais lâche-moi. Mais tu n'es pas ma mère, lâche-moi, je suis une grande fille, je suis une femme, je n'ai besoin de conseils, pas de tes conseils en tout cas. Si je voulais, j'en demanderais. Je déteste être surcouvée, surprotégée, etc. Sachant qu'en plus, là, pour parler du domaine du sport, j'ai beaucoup plus d'expérience et je connais beaucoup plus les choses. Donc en fait, bon, lâche-moi, voilà. Mais bon, je n'ai absolument pas dit ça, parce qu'en fait, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas du tout d'intention qui était mauvaise. Là, en fait, on est dans une tentative de se donner une consistance, de se sentir bien, de sauver et de sociabiliser, en fait. C'était juste que c'était une manière de sociabiliser qui était un peu maladroite et un peu ratée. Mais on va aussi y revenir. Donc voilà, vous voyez, il y a différentes manières, en fait, de faire les choses. Tout ça, ça a des termes, donc paternalisme, maternalisme, ça c'est des choses que vous verrez avec hommes et femmes qui vont en fait, vous commencez à vous expliquer la vie comme si c'était tout le temps pour votre bien. Je vous promets que moi j'ai déjà été face à des hommes dans ma famille, dans de la famille éloignée, et même des gens qui sont pas du tout de ma famille et des gens que je connais pas, du boomer qui a 60 ans, qui ne connaît rien au business en ligne, qui, je pense, ne sait même pas naviguer sur Internet, qui commence à m'expliquer comment je suis censée gérer mon business et comment je devrais beaucoup plus inclure mon conjoint dans mon business, sachant que mon conjoint et moi, on n'a pas du tout le même business, on travaille pas du tout ensemble, pour le flatter dans la prise de décision, etc. Des trucs hallucinants, hein. Donc, en train d'essayer de m'expliquer la vie, et quand, en fait, je suis tellement sur les fesses que je mets des barrières, ce qui revient à chaque fois, c'est non, mais en fait, c'est pour ton bien. Et en fait, c'est un phénomène qui reviendra régulièrement, la notion de paternalisme et de maternalisme. En gros, c'est de l'ingérence pour votre bien, entre guillemets, dans vos choix, dans vos savoirs. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, etc. Mais moi, écoute-moi, moi, je te conseille parce qu'en fait, moi, je sais, j'ai pas envie que tu fasses les mêmes erreurs que moi, ou j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça, etc. Ça reste pas OK. Voilà, ça reste pas OK. En gros, ça reste pas OK. Parce que tout ça, ce que ça dit, que ce soit le surplomb didactique, le mansplaining, le terme que j'ai pas énoncé aussi, c'est le trespassing épistémique. Le trespassing épistémique, donc ça, encore une fois, hein, c'est un terme de Nathan Ballantyne pour expliquer le phénomène de quelqu'un qui franchit la frontière, en gros, d'un domaine sans compétence. Du genre, toutes les personnes qui se prennent pour des médecins et qui sont en train d'essayer de trancher sur ma fracture de la jambe, de m'expliquer ce que j'ai, comment je devrais le gérer, alors qu'ils y connaissent absolument que dalle. Arrête en fait, tu vois. Et ça, en philo, c'est quelque chose justement qui est conceptualisé. Bon, bref, voilà. Donc ça peut être aussi quelque chose. Donc tout ça, ce que ça dit, en fait. Ça dit, en fait, je sais mieux que toi ce qui se passe dans ton corps. Que ce soit mon coach, que ce soit ma petite conseillère de la salle, que ce soit les personnes qui sont pas médecins qui tranchent sur ma fracture. Ça dit aussi, je sais mieux que toi la pratique que tu devrais avoir.
je connais mieux que toi ta propre pratique que tu as, mais pas du tout en fait. Donc par exemple la personne, la professionnelle de la santé qui commence à juger mon prof de qigong sans le connaître, juger ma pratique alors qu'elle sait pas de quoi je parle, etc. Donc ça peut être ça. Ça a un nom aussi qui s'appelle l'injustice testimoniale, mais c'est aussi une notion qui est nommée dans toute la bibliographie. Vous trouverez tout ce que je suis en train de vous citer. Ça dit aussi par exemple, en fait, je sais mieux que toi qui t'es. Ça, c'est une dinguerie. Moi, c'est celle-ci qui me fait le plus, qui m'énerve le plus et qui m'agace le plus et qui me fait sentir la plus impuissante parce que j'ai une très bonne connaissance de moi. Et je dis pas ça pour me lancer des fleurs. Il y a plein d'autres trucs que je fais pas bien. Mais ça, pour le coup, je pense que j'ai une bonne connaissance de moi. Ça veut pas dire que je sais tout, que je connaisse tout, pas du tout. Mais j'ai une conscience, on va dire, pas une connaissance, mais une conscience assez fine de ce que je suis. Et quand quelqu'un qui me connaît pas, qui juge à partir de 2 photos, d'un podcast ou quoi que ce soit, et qui m'assigne des essences, et qui me disent qui je suis et ce qu'il faudrait que je fasse, et qui me disent mais en fait toi t'es comme ça, en fait ça va pas du tout, tu ferais mieux de faire ça, tu ferais mieux de faire ci, tu serais meilleur là-dedans ou quoi que ce soit, ou même dans l'univers un peu spirituel, le nombre de mecs qui me disent ouais on t'a déjà vu en photo, de toute façon toi ça se voit que t'es vindicatrice, il faut que tu fasses plus ci, travaille plutôt sur ton énergie comme ça, apprends à être plus douce, etc. En fait là on est sur on est sur du narcissisme, en fait. Clairement, on est sur du narcissisme. C'est quelqu'un qui essaye de se hisser en vous expliquant qu'en fait, il connaît mieux votre identité que vous-même, vous connaissez votre identité. Ça, il suffit que vous soyez dans un moment de faiblesse, il suffit que vous soyez dans un moment où vous êtes vulnérable, où vous doutez de vous, ou tout simplement que vous soyez quelqu'un qui a peu confiance en elle et qui est facilement impressionnable. Honnêtement, on devient folle. Ou fou, pardon. On finit par énormément douter. Ça peut être quelque chose d'extrêmement toxique. Donc, si vous reconnaissez des comportements comme ça dans votre entourage, eh ben, continuez l'épisode, parce qu'il y a un truc qui va pas là. Voilà. Ok ? Donc, en fait, ce qui se joue sous tout ça, c'est qu'en fait, ce sont des personnes, la plupart du temps, qui vont soit, surestimer ce qu'elles comprennent des choses. Donc, on en revient à l'effet de Dunning-Kruger. En fait, les personnes les moins compétentes, qui vont surestimer leurs capacités. Ça, c'est un bon biais cognitif. Il y a un autre biais aussi qui s'appelle l'illusion de profondeur explicative. En fait, c'est des personnes qui vont être persuadées, avoir l'illusion qu'elles comprennent des choses qui sont très complexes, du genre les personnes qui travaillent dans la manifestation qui sont persuadées qu'ils comprennent la physique quantique, si vous voyez ce que je veux dire, ou des personnes qui sont persuadées qu'elles comprennent la médecine, ou qu'elles comprennent le corps humain, ou qu'elles comprennent... alors que pas du tout, en fait, pas du tout. Donc ça, c'est des biais qui sont en fait, qui sont ce que des personnes qui vont vous expliquer la vie vont en fait avoir. Elles surestiment ce qu'elles comprennent des choses. Bon, moi j'appelle ça de la connerie, mais on va essayer de pas appeler ça de la connerie parce que je suis censée quand même être bienveillante, si vous voulez ce que je veux dire. Il y a un deuxième truc qui se joue aussi là-dessous, c'est une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le pouvoir gonfle la certitude. En fait, le fait de ressentir du pouvoir, ça donne beaucoup plus confiance en soi. Et effectivement, ça nous rend aussi parfois beaucoup trop confiants en nos jugements. Donc c'est aussi le cas des fameux coachs business qui sortent d'une école de business depuis 2 semaines et qui essaient de commencer à me coacher sur mon alignement, mes idées, mes machins dans mon business. En fait, que ce soit moi ou pour d'autres personnes en réalité, en fait, parfois, le fait d'avoir un peu de pouvoir, ça rend un peu trop confiant dans nos jugements. Et il faut savoir aussi que donner des conseils à des gens, ça augmente la sensation de pouvoir. Ça peut motiver également, mais en fait, ça motive surtout la personne qui conseille. Donc c'est ça aussi qui est intéressant à voir, même chez soi en réalité, c'est que donner des conseils, ça augmente le sentiment de pouvoir. Quand on passe notre vie à conseiller, on est persuadé qu'on a du pouvoir, on devient de plus en plus mais non, on devient de plus en plus... on peut devenir trop confiant dans nos jugements, manquer de remise en question, d'humilité intellectuelle également, et en fait, on fait ça pour se saucer et se faire mousser, en fait, c'est un peu ça. Donc c'est aussi ce qui fait que... C'est aussi une des raisons pour lesquelles tout le monde aujourd'hui adosse un peu des petites leçons, des petits conseils de partout. Ouais, tu te fais du bien, mais en fait on n'est pas là pour ça, tu vois. Donc c'est aussi un truc qui est assez intéressant. Une autre chose en fait qui se joue, c'est donc comme je vous disais un peu plus haut, l'injustice épistémique. C'est quand votre parole, elle est sous-créditée par une personne que vous avez en face de vous, parce que vous avez une certaine identité, un certain statut, un certain genre. Donc, par exemple, parce que je suis une femme, ma parole... Alors, je donne un exemple lié au genre, mais ça pourrait être à une identité ou un statut, encore une fois. Parce que je suis une femme, ma parole, elle est sous-créditée sur, par exemple, du sport, de la force, ou des trucs comme ça. C'est un truc de fou. Je vais pas vous donner d'exemple, mais j'en ai vécu plein, et même dans mon entourage proche, des choses comme ça. Ça peut être par rapport à un statut social. La parole est sous-créditée par rapport à un statut social, un statut professionnel, un statut personnel, marié, pas marié, que des trucs comme ça. Ça peut être, par exemple... quelqu'un qui commence à m'expliquer la vie sur comment est-ce qu'il faut gérer son emploi du temps, parce qu'en fait, moi, de toute façon, je connais rien vu que j'ai pas d'enfant. Ça peut donner un truc comme ça.
voilà, bon, je vais pas m'étaler, mais en gros, c'est aussi quelque chose qui est étudié également. Il y a aussi ce qui joue aussi parfois justement dans tous les comportements un peu paternalistes, maternalistes, etc. En fait, c'est beaucoup les stéréotypes. En gros, il y a des personnes qui vont vous expliquer la vie parce qu'en fait, elles ont la tête bourrée de stéréotypes ultra paternalistes. En gros, t'es comme ça, tu ressembles à ça, donc ça veut dire qu'il faut que tu bosses là-dessus. En gros, moi, le stéréotype que je suis, c'est que je suis sur les réseaux sociaux, que j'ai tendance à ouvrir ma bouche, que j'essaye de porter ma voix sur pas mal de trucs, que je me laisse pas faire, etc. Je peux vous assurer que le nombre d'hommes ces dernières années, et de femmes également, qui m'ont conseillé, qui m'ont dit à quel point j'étais vindicative, qu'on commençait à m'expliquer qu'en fait j'avais pas travaillé là-dessus, puis il fallait que je travaille là-dessus, puis que j'avais jamais vu ça, puis qu'il fallait mieux que je me renseigne là-dessus, des trucs que j'ai déjà explorés 10 000 fois, et en plus, bon bref, on s'en fout, mais en gros que j'étais vindicative, que j'avais un problème, que j'avais une colère non résolue, que j'avais trop d'énergie masculine, que le nombre de fois où on m'a dit ça parce qu'en fait j'incarne dans leur tête un stéréotype, c'est un truc de fou. En fait, c'est comme si c'était pas possible d'être une femme qui était bien dans sa peau et à la fois qui incarnait pas une image de femme toute douce, hyper discrète, sage, avec les cheveux longs, une robe longue beige qui attend. En fait, on est sur des stéréotypes has-been en plus, ce que je veux dire 2025. Hein. Mais voilà, c'est aussi le genre de choses qui peut arriver. Et puis il y a autre chose qui peut arriver aussi, c'est donc je vous parlais de la désinhibition en ligne en fait, sur les réseaux sociaux. Donc faut savoir que ça c'est une réalité. Hein. Il y a des études sociaux qui commencent à être faites là-dessus et qui sont hyper intéressantes. Je vous ai mis des listes d'articles et de lectures aussi dans la bibliographie. Et puis ça peut être aussi lié à la communication, parce que parfois en fait la communication qu'on va avoir, nous, va être interprétée par la personne en face comme étant de la faiblesse, de la simplicité, de la suradaptation. En fait, on va communiquer avec nous de manière hyper infantilisante. On va communiquer de manière avec nous hyper infantilisante. Par exemple, quand quelqu'un va avoir du mal un petit peu à s'exprimer, ou va pas trouver les mots rapidement, ou va pas parler dans sa langue maternelle, ça va tendre honnêtement un bâton très facile à toutes ces personnes qui adorent se placer en sachant, en personne expliquant, pour commencer à leur expliquer la vie. Alors qu'en fait, ça va très bien dans notre tête, c'est juste que parfois, ça peut mettre du temps de s'expliquer, de parler, de communiquer, etc. Voilà. On va revenir en fait sur la notion d'éloquence aussi, je vous en reparlerai un petit peu après, parce que la notion d'éloquence, en fait, elle rentre beaucoup en jeu là-dedans. Moi, la question que je me suis vachement posée ces dernières années, en fait, c'est pourquoi les gens font ça. C'est relou, c'est insupportable, faut vraiment arrêter. Puis je trouve qu'en fait ça nous accule et il y a plein de... En fait, ce qu'on ressent est hyper légitime face à ces situations-là. En fait, c'est des situations qui sont pas normales et que moi je trouve qu'il faut pas laisser passer. Mais encore une fois, chacun son choix. Mais en gros, pourquoi les gens font ça ? Une des premières raisons, sans vouloir faire de psychologie de comptoir, encore une fois, l'idée c'est de vous faire passer et des choses que j'ai apprises et des choses que j'ai comprises dans ma propre expérience et via mon prisme évidemment, encore une fois. La première chose, c'est le besoin de pouvoir et de statut. C'est qu'en fait, donner des conseils, ça donne un sentiment de contrôle, ça donne un sentiment d'influence. Expliquer la vie à quelqu'un, en fait, ça nous place immédiatement en posture de personne qui a plus de pouvoir que l'autre, en fait, en posture ascendante. Ça donne un sentiment de pouvoir. Et honnêtement, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui m'explique la vie, c'était soit quelqu'un qui avait besoin d'asseoir son petit pouvoir, c'était toujours via son statut professionnel, donc de coach. Par exemple, le coach qui s'est fait virer là de ma salle de sport, il était complètement dans des comportements comme ça qui étaient extrêmement problématiques au point où ça manquait vraiment de professionnalisme et où ça devenait grave. Et en fait, tout ce qui sortait de son énergie, tout ce que le mec dégageait, c'était ça. C'était juste un mec qui était libidineux, qui était nobody, qui était has-been, qui était pathétique, mais qui avait besoin de se sentir un peu puissant, qui avait besoin d'asseoir son petit pouvoir, qui avait pas envie de vieillir, qui savait pas quoi faire de sa libido, et qui avait envie d'avoir un peu de pouvoir quelque part, et qui du coup commençait à expliquer la vie à tout le monde, alors qu'en fait le mec était pathétique au complet. Donc c'est quelque chose qui arrive régulièrement en fait, quand quelqu'un vous explique la vie, il y a souvent, pas tout le temps, mais il y a souvent une envie d'asseoir un peu de pouvoir, d'établir son petit pouvoir, d'exercer un sentiment de contrôle, d'influence. En fait, ça fait un peu wannabe, mais ça fait un peu j'ai envie de me faire valoir, j'ai envie de me saucer, j'ai envie de me faire mousser, etc. Et on vit dans un monde où il y a beaucoup de gens qui se sentent impuissants, ce que je peux comprendre. Il y a beaucoup de gens qui se sentent en perte de contrôle, il y a beaucoup de gens qui doutent d'eux-mêmes, il y a beaucoup de gens qui sont en baisse d'estime d'eux-mêmes, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le moral, évidemment. Mais du coup, le mini-cours, le moyen d'expliquer la vie à quelqu'un qu'on trouve soit vulnérable, soit passif, soit impressionnable ou quoi que ce soit, ou même quelqu'un tout court, ça devient le moyen un peu rapide pour ces gens qui ont besoin de pouvoir
de très vite se redresser, de très vite un peu se placer au-dessus des autres, de se saucer, de renforcer leur estime d'eux-mêmes, de renforcer leur confiance en eux, etc. Et bon, moi, ça me débecte, je vous le dis comme je pense, pardon, juste ça me débecte. Ça nous saoule, en fait, faut arrêter ça. Mais du coup, c'est vraiment un truc que vous allez pouvoir observer, et c'est pénible, et c'est, honnêtement, je vous donne l'exemple du mansplaining. Le mansplaining, c'est quasiment tout le temps ça. Pas tout le temps, mais quasiment. C'est insupportable. Soit c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup de pouvoir, qui a le syndrome du tout-puissant, et qui du coup commence à nous expliquer des tas de trucs en pensant que, en fait, en sous-estimant les gens autour de lui, parce qu'il y a vraiment ça. Soit c'est au contraire quelqu'un qui a besoin de réasseoir un peu de pouvoir et qui a besoin de contrôler quelqu'un. Voilà. C'est relou, c'est pas normal, les jeux de domination, faut arrêter. Voilà. Mais c'est pas tout le temps ça. Ça peut être aussi super inconscient. Donc là, j'en arrive au deuxième point de pourquoi les gens font ça. C'est aussi parce que, comme je vous disais, il y a des biais de confiance, il y a des biais de surconfiance. En fait, il y a des biais cognitifs qui se mettent en place. Donc là, on reparle de l'effet de Nick Kruger de nouveau, manque de conscience de soi, parce que peut-être que la personne n'a jamais travaillé sur elle et que, je sais pas, manque complet de conscience d'elle-même, manque peut-être d'intelligence relationnelle, manque d'intelligence émotionnelle peut-être, peut-être immaturité, peut-être fréquenter que des gens comme lui ou comme elle, je sais pas trop. Et puis il y a aussi l'illusion de profondeur explicative, c'est ce que je vous disais, qui a été vraiment donc nommé, etc. C'est en gros les gens qui croient qu'ils sont capables de comprendre des trucs hyper complexes alors qu'en fait ils peuvent pas du tout l'expliquer, même pas correctement. Voilà. Donc ça peut être un peu plus inconscient, ou en fait peut-être que la personne qui fait ça en face de vous, elle croit sincèrement être utile, mais en fait elle est en train de parler d'un truc qu'elle connaît pas, elle parle d'un savoir qu'elle a pas. Et je sais que par exemple il y a plein de gens qui font ça, que ce soit avec ma jambe ou qui font ça avec votre corps, avec votre vie ou quoi que ce soit. Et en fait, ils pensent sincèrement être utiles, sauf qu'en fait, ils sont à côté de la plaque parce qu'en fait, ils connaissent pas, ils comprennent pas, ils ont pas le savoir. Voilà, donc ça aussi, c'est relou, mine de rien. Mais bon, au moins, il n'y a pas de mauvaise intention, mais c'est quand même relou. Et autre chose qui rentre en jeu dans ce truc où quelqu'un vous explique la vie, je l'ai vu, par exemple, avec la femme qui me conseillait à la salle, par exemple. En fait, c'est là, on est en train de parler des dynamiques relationnelles. Donc, c'est un autre point. Ça peut être quelqu'un qui a un peu le syndrome du sauveur, ça peut être du maternalisme, ça peut être du paternalisme, ou ça peut être une tentative désespérée de socialiser. Voilà, en fait, il y a aussi ça. Le syndrome du sauveur, en fait, c'est de vouloir intervenir à tout prix, même quand c'est pas demandé, parce qu'en fait, on a besoin de se sentir utile et nécessaire. Voilà. Sauf qu'en fait, c'est pour soi qu'on le fait, même si on est persuadé que c'est pour les autres et qu'on veut trop sauver les autres et qu'on est trop altruiste. L'altruisme pathologique, c'est un peu ça. C'est d'intervenir, de vouloir absolument prendre soin des autres, même quand en fait c'est extrêmement envahissant. C'est pour soi qu'on fait ça. C'est pour combler un vide, c'est pour combler un besoin à soi. Ça n'empêche pas que ça peut être sincère, mais le problème, c'est que ça ça dépossède la personne en face de son autorité. Donc quand on est en train de vouloir sauver, d'expliquer la vie à quelqu'un, c'est pas l'aider, en fait, c'est jamais l'aider, c'est pas l'aider du tout. Que ce soit après paternalisme et maternalisme, c'est aussi parce que on valorise le prendre soin de l'autre, souvent en lui disant quoi faire. Sauf qu'en fait, ça c'est de l'infantilisation. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je sais qu'il y a des personnes parmi vous, peut-être, je ne sais pas, qui aiment pas du tout la manière dont je communique, notamment dans mes stories ou même en podcast, qui trouvent que je suis trop dure parfois et que en fait je devrais faire l'effort. Sauf qu'en fait c'est un truc que j'expliquais. En fait, moi, je déteste l'infantilisation, je ne veux pas infantiliser, je ne veux pas qu'on m'infantilise, je crois en le sortage de doigts et de bras, si vous voyez ce que je veux dire. Et je crois en fait en la responsabilité, la responsabilisation plus que tout, et en l'indépendance intellectuelle, et en l'émancipation, et en la responsabilisation, mais profonde. Et je pense vraiment qu'en disant aux gens quoi faire exactement avec des tutos, parce qu'il faut des tutos pour tout, en fait, on est juste en train de prendre une petite posture qui nous fait du bien pour avoir un peu de pouvoir, mais c'est juste de l'infantilisation, et je pense que c'est pas profondément aider les gens. Ça, c'est juste mon point de vue. Et après, je vous parlais aussi de la sociabilisation qui est un peu ratée. C'est souvent qu'il y a des personnes, et donc cette dame à la salle, c'était ça, et c'est pas méchant en fait, du tout, qui pensent que sociabiliser, c'est donner des conseils. Parce qu'en fait, elles n'ont pas beaucoup confiance en elles. Et donc, le moyen de se créer une place, c'est aussi de se dire, je vais donner des conseils, comme ça, je vais me sentir inclus. En fait, je vais me sentir faire partie d'eux. Voilà. Et j'ai vu même des gens dans mon entourage proche le faire. Et franchement, c'est carrément possible que je l'ai déjà fait aussi. Donc, voilà. C'est pas de mauvaises intentions. Ça n'empêche pas que c'est quand même relou. Voilà. Ces gens qui vous expliquent la vie. Si je vous dis un peu tout ça, c'est pour comprendre ce qui se trouve derrière. Parce que c'est relou. C'est pénible. Mais il n'y a pas que des mauvaises intentions, et il y a aussi parfois en fait de la maladresse. Et je trouve que c'est assez important à comprendre, parce que on a tous pris aussi un jour ou l'autre cette posture-là. Puis il y a aussi, encore une fois, la dimension genrée que j'expliquais.
Donc le mansplaining qui savent mieux sur à peu près tout. Je sais pas si je dois vous rappeler donc cette fameuse étude qu'il y a eu là il y a quelques mois qui passe à fond sur les réseaux sociaux sur une enquête qu'ils ont fait auprès d'hommes et femmes en leur demandant en fait à ces personnes-là si elles sont en plein vol dans un avion et que le pilote meurt ou fait un malaise ou peu importe, est-ce que la personne pourra faire atterrir l'avion ? Eh bien, les résultats, c'est qu'on a 52% des hommes qui disent oui, quand même, et c'est pas des pilotes d'avion qui répondent, et on a 100% des femmes qui disent non. Donc, il y a un petit problème, là, à un moment donné. Voilà, on a certains hommes, pas tous, mais certains hommes qui ont intégré qu'ils savent mieux sur à peu près tout que tout le monde, et qui n'ont jamais eu besoin de faire d'études, de pilote, ni tous les entraînements, ni rien du tout. Ils pourront faire atterrir un Boeing 747 dans le plus grand des calmes en cas de crash. Très bien, en appuyant sur des boutons, ils nous disent. Très bien. Donc, voilà, bon. Là, on est dans un truc, c'est pas exactement du mansplaining, mais en gros, c'est lié à ça. Après, attention, il y a aussi des femmes qui peuvent endosser ce rôle en reproduisant des schémas paternalistes qu'elles ont vus, ou par exemple pour compenser leur propre insécurité. Moi, je sais que c'est un truc que j'ai déjà fait aussi. Quand j'étais plus jeune, je me vois le faire. Voilà, de commencer à expliquer la vie à quelqu'un parce que je me sentais hyper insécure et j'avais besoin de me donner une consistance. Voilà. Et puis, il y a un autre truc dont je voudrais vous parler qui est en lien avec l'éloquence. Je vous l'ai nommé tout à l'heure. Pierre Bourdieu, je vous ai mis aussi la référence dans la bibliographie. Pierre Bourdieu, en fait, il a fait une étude, il a démontré que le langage, c'est un outil de domination symbolique. Et je trouve ça ouf, en fait, parce que il explique que le fait d'expliquer aux gens, ça devient une manière de se placer au-dessus des autres dans la hiérarchie sociale. Et quand on y réfléchit, en fait, c'est complètement mindfuck, c'est totalement vrai. Et donc, je me suis pas mal interrogée sur la notion d'éloquence, parce que pour moi, donc là, c'est le moment où je parle de moi, l'éloquence, c'est un de mes atouts. C'est-à-dire que je m'exprime rapidement, je trouve très rapidement les bons mots pour exprimer ce que je ressens, ce que je pense, ou même ce que quelqu'un ressent. Et je suis capable de faire preuve de beaucoup de répartie et de répliquer très vite. Et je peux faire de l'humour ou quoi que ce soit. Et c'est un truc que j'ai toujours dit, donnez-moi un micro pour parler devant n'importe le nombre de personnes à n'importe quel moment. En fait, il n'y a pas de souci, ça me déstabilisera pas, il n'y a pas de souci, je veux dire, je peux le faire. Par contre, plein d'autres trucs, genre danser, impossible, d'accord ? Voilà. Mais en tout cas, mon éloquence, c'est un de mes piliers. J'ai confiance, en fait, en ma capacité à m'exprimer. C'est aussi ce qui fait que, voilà, la plupart du temps, mes podcasts, je les prépare pas, etc., machin. Pour vous dire, cet épisode, je l'ai déjà enregistré une première fois. Je crois que c'est la première fois que je fais ça depuis des années. En suivant un script, j'ai détesté. Donc, j'ai tout arrêté. Et là, j'ai recommencé, j'ai 0 script. Comme ça, je vous dis ce que je veux. Et en fait, ça va beaucoup mieux. C'est beaucoup plus fluide, ça va beaucoup mieux. Bref, en fait, j'ai vraiment confiance en ma capacité à m'exprimer. Ce qui fait que quand quelqu'un m'explique la vie, pour moi, c'est un atout. Dans le sens où je peux recadrer extrêmement facilement avec les bons mots, etc. Mais aussi, je peux asseoir une autorité, notamment à l'oral et dans ma manière de m'exprimer, et je peux me faire respecter via mon éloquence et via ma manière de m'exprimer. Et ça, je l'ai quasiment toujours utilisé, en fait. Sauf qu'en fait, si j'ai ce côté cool de l'éloquence, j'ai aussi le mauvais côté de l'éloquence. Quand on a un bon côté, on a forcément le mauvais aussi derrière. On a pile ou face, c'est la même chose. Et donc, je sais qu'en fait, avec ma capacité à m'exprimer, avec mon choix des mots, je peux aussi acculer quelqu'un. Je peux aussi prendre une posture dominante via quelqu'un. Je peux avoir un très fort pouvoir de persuasion. Je peux manipuler, je peux faire douter quelqu'un. Je peux être agressive, je peux... je pense manipuler, même je peux en fait diminuer quelqu'un. Je choisis volontairement ces mots-là. Notamment quelqu'un, par exemple, qui s'exprime très lentement. Quelqu'un qui aurait du mal à trouver des mots justes pour exprimer ce qu'il ressent. Quelqu'un qui a pas beaucoup de répartie. Quelqu'un qui a peur d'utiliser les mauvais mots, etc. Moi, j'ai pas ces peurs-là. J'ai pas ce manque de confiance-là sur ma capacité à m'exprimer. Je mets très rapidement, en fait, des mots sur la moindre sensation, le moindre sentiment, les moindres problématiques, etc. D'ailleurs, vous êtes tout le temps en train de me dire que c'est mon point fort. Ben, c'est cool, j'utilise ce point fort-là. Mais du coup, je l'utilise pour du bien, et j'ai dû faire attention. Il y a quelques années, c'est un sujet que je regardais beaucoup chez moi, je crois que c'était 2020-2021, justement pour faire attention à la posture que je prenais. En fait, c'est quelque chose que j'ai dû regarder chez moi. En fait, c'est quoi la posture que j'étais en train de prendre quand je m'exprimais ? Est-ce que j'étais en train de prendre la posture de la personne qui explique la vie ? Est-ce que j'étais en train de prendre une posture qui veut prendre du pouvoir ? Est-ce que j'étais en train de prendre une posture de manipulatrice, de personne qui veut persuader, qui veut convaincre ? C'est vraiment quelque chose que j'ai dû regarder aussi chez moi parce que la communication, en fait, ça assoit une forme d'autorité. Et d'ailleurs, honnêtement, on voit tous des gens qui ont vachement d'éloquence. Et du coup, on a l'impression que ce qu'ils disent, c'est vrai. Mais c'est pas forcément le cas. C'est pas parce qu'ils s'expriment très bien et qu'ils ont beaucoup d'éloquence que ce qu'ils racontent, c'est bien, c'est juste, c'est profond. Pas du tout. D'accord ? C'est des choses qu'il faut décorréler. Sauf que le truc, c'est qu'on a aussi du mal à décorréler ces choses-là, qui fait qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui a un peu d'éloquence
pour que ça puisse aussi nous faire douter un peu de nous-mêmes. Voilà, donc bref, je vous donne cette petite anecdote, mais le langage, c'est un outil de domination. C'est aussi une manière de se placer au-dessus, et moi, j'ai dû regarder pas mal de fois chez moi, est-ce que je l'utilisais, comment je le faisais, et pourquoi, et quand est-ce que je faisais ça, justement, pour essayer de me placer un peu au-dessus, ou pour essayer de me donner une consistance, ou pour essayer de faire valoir un peu un côté chez moi, ou quoi que ce soit. Voilà, c'est des trucs qu'il faut checker. En vrai, donc si on n'a pas forcément beaucoup d'éloquence, je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer parce que c'est quelque chose qui peut beaucoup nous aider justement quand quelqu'un nous explique la vie. Question, vous me dites, vous m'envoyez un mail, un DM, un commentaire ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ? Je balance ça comme ça, à chaque fois les idées me viennent en même temps que je vous parle. Est-ce que ça pourrait vous intéresser que je puisse faire, je sais pas, par exemple peut-être un atelier, une mini-formation, un truc justement pour pouvoir développer son éloquence ? Particulièrement pour pouvoir être capable de recadrer, de trouver les bons mots, de s'exprimer, etc. Parce que j'ai déjà créé Cri du cœur, qui est sur l'assertivité et l'expression, mais l'éloquence, je crois que c'est un petit truc un peu différent, un peu spécifique. Voilà, bon, écoutez, vous me direz. Mais bref, donc parenthèse fermée, en tout cas, je voulais vraiment aussi vous dire ça, parce que quand quelqu'un nous explique la vie, c'est aussi un sujet, en fait. La communication, c'est aussi une manière de prendre l'ascendant et de prendre le pouvoir. Et puis, on en revient aussi à ces trucs par rapport à l'identité, où quand quelqu'un pense qu'il sait mieux que vous qui vous êtes, en fait, ça peut être aussi vraiment du narcissisme, hein, d'accord ? Ça peut vraiment être du narcissisme, de la connerie, mais pas possible, hein, sur de la connerie, mais on va pas dire ça, on va dire que c'est du narcissisme. Il y a certaines personnes qui vont tirer leur valeur d'être perçues comme aidantes, sachantes, même si ça écrase l'autre. Je vous donne un exemple. Moi, ce qui m'a définitivement fait déclic et tourner la page il y a 3 ans sur ce sujet-là, c'est une personne que je connaissais très bien qui s'est permise un jour de me faire un message pour m'expliquer en fait à quel point ce que j'expliquais, ce que je disais sur les réseaux sociaux, etc., ça manquait de justesse, qu'en fait ça venait d'une de mes parts d'ombre, etc. J'ai halluciné. En fait, quelqu'un qui me connaît pas dans l'intimité profondément et qui a commencé à m'expliquer ça, en fait, qui j'étais dans l'intimité et en quoi, du coup, ça voulait dire que j'étais sûrement un peu menteuse, que j'étais pas nette, qu'en fait, j'avais une part d'ombre et que spirituellement, j'étais basse, des trucs qui m'ont tellement surprise alors que j'avais rien demandé et qu'il y avait aucun souci dans notre relation à part sûrement une jalousie que j'avais pas su détecter ou autre chose, parce qu'il n'y a pas que la jalousie. En fait, ça m'a tellement décontenancée que je me suis dit, mais en fait, attends, ce truc de laisser en permanence quelqu'un qui n'est pas du tout placé pour expliquer qui je suis, qui n'est pas bien placé, qui n'est pas à même de m'expliquer qui je suis, parce qu'en fait, elle ne me connaît pas assez, parce qu'elle ne sait pas assez d'où je viens, elle ne connaît pas mon parcours, elle ne connaît pas mon expérience, elle a que la version réseaux sociaux, alors que c'est un truc qui n'a rien à voir. En fait, c'en est assez. De laisser les gens faire ça, c'en est assez. En fait, je sais qui je suis, j'ai une autorité radicale à 100%. Radicale, c'est-à-dire c'est mon autorité qui prime avant tout. Et au final, ça a été magnifique, ça a été relou sur le coup, mais ça a été très source d'apprentissage et très enrichissant, puisque ça m'a permis de m'asseoir et d'asseoir une forme d'autorité, qui fait que même maintenant, c'est un truc que j'explique régulièrement et sur lequel je vais revenir, je ressens beaucoup moins le besoin de poser des limites avec les gens, je ne fais qu'asseoir mon autorité. C'est-à-dire que j'ai pas du tout besoin de mettre des stops, de mettre des noms, de mettre ça c'est pas ok, machin, etc. En fait, j'assois ma vérité, mon autorité, et du coup, il n'y a rien d'autre qui peut rentrer, en fait. Je suis pleine et c'est ça qui pose des limites à l'extérieur, si vous voyez ce que je veux dire. La métaphore du cheveu, ça marche très bien. C'est par exemple quand les conseils des coiffeurs, quand on a les cheveux qui sont secs et qu'on va se baigner dans la mer ou dans la piscine l'été, si vos cheveux sont secs, pas humides du tout, secs, et que vous les mettez, ça va absorber toute l'eau avec le sel, le chlore, etc., ce qui fait que ça va vous abîmer les cheveux. Les coiffeurs, ils vous disent, mouillez-vous les cheveux à l'eau claire avant d'aller dans l'eau, comme ça, en fait, ils seront tellement pleins que déjà, ils pourront plus absorber le sel, ou vous les imbibez d'un masque, d'un conditionneur, d'huile ou quoi que ce soit. En fait, je suis désolée pour la métaphore foireuse, mais elle marche quand même bien. C'est vraiment la même chose. C'est en fait, je suis tellement pleine de ce qui me nourrit, de qui je suis, de mes valeurs, de mes trucs, que en fait, le reste ne peut pas rentrer à l'intérieur de moi. Donc, tu ne peux pas coloniser mon espace. Voilà, j'y reviendrai. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, ce truc qui s'est passé il y a 3 ans et ce type de comportement un peu, il y a des personnes qui tirent leur valeur dans la posture de sachant et d'aidant, c'est un truc de fou, même si ça écrase les autres. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont dans une posture d'altruisme pathologique, du genre aider sans limite, c'est bien, mais au point que ça fait plus de mal que de bien, faut arrêter. Donc voilà, les comportements qui nous couvrent trop, qui nous étouffent en fait, et en ligne l'effet un peu de désinhibition qui pousse justement à distribuer des jugements, des conseils, etc. sans filtre. Et ce qui fait que moi, je me sens très chanceuse et très honorée honnêtement sur mes réseaux sociaux avec la communauté, avec vous. Enfin,
Je me sens tellement chanceuse quand je vois ce qui passe sur d'autres comptes. C'est une dinguerie. Je me dis, mais moi, je suis comme à la maison, en fait. Je suis trop bien. Bon, bref. Donc ça, c'est tout ce qui se passe. D'accord ? Si je devais vous le relier un peu tout ça aux exemples que je vous ai donnés, par rapport à mon corps, ma blessure, mon entraînement, etc., on est un peu dans un mélange de Dunning-Kruger, de trespassing aussi, de gens qui enrobent un peu sa bienveillance, de paternalisme ou quoi que ce soit. Il y a des assignations un peu identitaires, voilà. Moi, les assignations identitaires, c'est un truc un peu qui me gonfle, clairement qui me gonfle. Et qui me gonfle et qui et le narcissisme par excellence, c'est quelqu'un qui se positionne en sauveur, qui soi-disant vous voit mieux vous que vous-même. Voilà, on est au summum du narcissisme et du manque de recul sur soi. Voilà, puis il y a aussi plein d'injonctions. Ah, tu devrais être plutôt comme ci, ressembler plutôt à ça, etc. Voilà. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes touché par ce genre de comportement, de personnes qui vous expliquent la vie, si vous êtes touché, si vous êtes agacé, si vous êtes irrité, si vous êtes en colère, si vous êtes attristé, si vous êtes déboussolé, chamboulé, démuni, impuissante, si vous ressentez de l'injustice ou quoi que ce soit, c'est normal. En fait, on va souvent vous dire que c'est à vous de travailler sur vous parce que vous réagissez trop par rapport à ça, ou que peut-être vous êtes vindicative, ou qu'en fait vous vous laissez pas faire, ou que vous êtes un peu rebelle. Je vous donne un exemple qui s'est passé donc avec le fameux coach de sport qui s'est fait tège de ma salle. Oulala, Chloé Bloom, elle s'emballe. En gros, je me suis permise de le recadrer pendant un cours de manière vraiment très sympa, avec beaucoup d'assertivité. Il me touchait les hanches et les fesses d'une manière que je ne voulais absolument pas qu'il me touche, tout en essayant encore une fois de me faire passer pour quelqu'un à qui on avait besoin d'expliquer comment ça se passait dans son corps et ce qu'il fallait faire. Donc en gros, il était alors, la Miss Yogi qui soi-disant fait du yoga, elle n'arrive pas à faire ça, et puis il y a ci, et puis il y a ça. Donc bref, il me replaçait. Et donc j'ai enlevé la posture, j'ai enlevé ses mains, et je lui ai dit non, mais en fait, moi je veux faire du yoga, pas du pilate, et je veux pas qu'on me touche. Et je l'ai dit très calmement et doucement. Il a eu les boules, et donc évidemment, devant tout le monde, il s'est adressé à mon conjoint en lui disant oulala, elle doit être horrible, elle a des griffes, hein, ça doit vraiment être dur de vivre avec elle, hein, ça va, t'en chies pas trop à la maison ? Devant tout le monde, devant toute la classe. Donc bon, au-delà du fait qu'on est sur le summum du manque de professionnalisme, et que, clairement, il était très orgueilleux à ce moment-là, et il s'est sûrement senti vexé, ça reste quand même un comportement qui est pas ok, en fait. Voilà, tout simplement, ça reste quelque chose qui est pas forcément ok. Et qui, je pense, est quelque chose qu'il faut signaler. Le comportement qu'il a eu là, en fait, à ce moment-là, c'est « Ok, je me permets de te recadrer face à un moment où tu essayes un peu de m'expliquer la vie, bref, sur différents trucs, je vous ai passé les détails. Et en fait, tu sous-entends que du coup, c'est moi la folle, c'est moi qui suis vindicative, c'est moi qui suis pénible, c'est moi qui suis rebelle, c'est moi qui sors des griffes, donc il a dit que j'avais des griffes, etc. » Ça, c'est un truc que vous allez entendre souvent. Moi, j'ai beaucoup entendu dans ma vie que j'étais vindicative, et ça me fait rire. Ça me fait rire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, avec la conscience que j'ai bien compris qu'en fait, c'était pas vrai. Mais j'y ai quand même pas mal cru. Et donc, on va pas mal vous dire ce truc, de devoir bosser sur vous face à quelqu'un qui vous explique la vie, etc., et qu'en fait, c'est pas normal si ça vous touche et tout. Donc moi, je vais pas vous dire ça. Moi, je vais vous dire qu'en fait, c'est normal, si c'est complètement irritant, que ça vous touche ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a 3 raisons à ça, en tout cas que les principales, même s'il y en a sûrement plein d'autres. Et des raisons au-delà de la psychologie de comptoir, de ça touche des blessures et des machins. Évidemment que ça fait ça. Mais moi, je vous parle de choses que j'ai juste ressenties, en fait. La première raison, c'est qu'en fait, ça nous dépossède de notre expérience. En fait, quand quelqu'un est en train de nous expliquer la vie, il est en train d'illégitimer notre propre expérience. Donc, par exemple, quand moi, on m'a fait ça sur mon corps, mon métier, ma pratique, en fait, il y a quelqu'un qui vient et qui prend une posture en me disant qu'en fait, il connaît mieux ce qui est en train de se passer dans mon corps que moi, ce que je ressens dans mon propre corps. Une dinguerie, en fait, quand on y réfléchit. Et en fait, ça ne fait que nous déposséder de notre propre expérience. Ça ne fait qu'illégitimer notre expérience, notre passé, notre pratique, notre lien à notre corps, notre compétence dans notre métier, etc. Et on se retrouve dans une position où on a la sensation de devoir justifier un peu nos savoirs, nos compétences, devant quelqu'un qui fait ce qu'on appelle donc le surplomb épistémique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et moi, face à la professionnelle qui a commencé à m'expliquer la vie par rapport à du Qigong, à un moment donné, elle m'a demandé de me lever, et elle m'a dit « je vais vérifier si tu sais bien faire ça, vas-y, lève-toi, montre-moi ». Je me suis levée, j'ai commencé à lui montrer. Moi. Et je me suis dit « Mais en fait, attends, je suis en train de faire quoi ? En fait, j'étais en train de me dire « Oula, attends, en fait, je suis pas légitime, je dois apporter la preuve de ce qu'elle me demande ». Et donc ça, on va y revenir après dans comment est-ce qu'on va changer ça. Une des manières de le faire, ça va être de renvoyer la charge de la preuve. Donc on y reviendra.
Mais ça, c'est vraiment pour ça, la plupart du temps, qu'en fait, ça, c'est douloureux parfois à vivre et que ça nous provoque un gros sentiment d'impuissance et un gros sentiment d'injustice, c'est qu'en fait, ça nous dépossède de ce que la personne est en train d'essayer de nous expliquer. Donc, quand quelqu'un est en train de faire des assignations identitaires, d'essayer de vous expliquer qui vous êtes, comme si elle vous connaissait mieux que vous, en fait, c'est comme si ça vous dépossédait de votre identité. C'est comme si ça illégitimait la connaissance que vous avez de votre identité. C'est un délire. Donc en fait, c'est complètement normal que ça vous plonge dans un sentiment d'injustice, d'impuissance, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et j'essaye de pas trop appuyer là-dessus, parce qu'après, je m'emballe. La deuxième chose, c'est que ça nous bouffe du temps attentionnel. En gros, à chaque fois qu'on va nous faire un mini-cours, commencer à nous expliquer la vie, on a la sensation qu'on va devoir éduquer, corriger, recadrer, remettre des limites, remettre en place, etc. Franchement, ça nous bouffe du temps, ça nous bouffe de l'énergie, flemme, on n'a pas envie de faire ça, en fait. On n'a pas envie, on a juste envie que les choses elles se passent de manière fluide, tranquille, chacun est chez soi, arrête de coloniser mon espace, quoi. Donc, il y a ça. Et puis, par exemple, même quand on répond pas, comme par exemple avec le coach de sport qui commence à me dire que je fais mal mes mouvements et mes machins, par exemple, ben moi, j'ai pas recadré, j'ai pas corrigé ou quoi que ce soit. Je suis dans un espace, en fait, où j'ai pas du tout envie d'investir du temps là-dedans et puis j'ai envie de faire profil bas pour rester tranquille. Mais en fait, c'est comme d'hab, c'est... Allez, j'attends qu'il ait fini, je suis encore face à un mec qui a envie de se sentir puissant en apprenant à une meuf un truc sur du sport, et en fait, j'attends. Et en fait, ça me bouffe du temps, ça me bouffe du temps attentionnel. C'est en fait, je dois faire semblant de faire attention à ce que tu es en train de dire, ça me bouffe du temps. Parfois, il m'arrive même de me barrer en plein milieu de la conversation, hein. Ça arrive, mais dans tous les cas, ça nous aspire du temps, ça nous aspire de l'énergie. En fait, ça donne la sensation de laisser quelqu'un se saucer, se faire mousser, de laisser quelqu'un être là, se gargariser avec ses petits trucs et ses petits machins. Et en fait, on a autre chose à foutre, hein, clairement. On a vraiment autre chose à faire. Hein. Mais c'est, voilà, on a quelqu'un qui a envie de faire le coq, qui a envie de se gargariser en face de nous. Et on est là, en train de se faire bouffer notre temps à lui donner cette attention-là. C'est un truc de fou. Donc moi, c'est non. C'est un no-go. Et la dernière chose, c'est ce que je vous disais un tout petit peu avant, c'est qu'en fait, ça colonise de l'espace entre nous. En gros, quand on entre dans une relation, on n'a pas envie qu'il y ait une hiérarchie qui s'installe. Malgré le fait que oui, il y a souvent dominant-dominé, là on parle pas de ça. On parle d'une relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou quoi que ce soit. Parfois il y a une hiérarchie justement avec les postes, par exemple, il y a des hiérarchies, N+1, N-1, machin, etc. Mais on n'a pas besoin en plus de ça d'installer une espèce de hiérarchie dans l'énergie, dans la communication, dans la relation en fait en elle-même qui est d'humain à humain en fait, hein, tout simplement. Et on n'a surtout pas envie de se faire coloniser notre espace. Et quand quelqu'un débarque comme ça en essayant de vous expliquer la vie dans un truc que vous maîtrisez déjà, ou dans un truc où vous n'avez strictement rien demandé, ou qui vous infantilise, ou qui vous commence à vous faire la morale, ou qui vous donne des conseils à la con. Le nombre de fois où je me suis retrouvée à table et où j'ai eu le malheur de dire, par exemple, en ce moment je suis stressée, le nombre de gens qui ont pris une posture de coach, dev perso, mais je sais que je l'ai fait aussi, c'est ça le pire, quoi. Et en fait, ça colonise l'espace. En gros, c'est quelqu'un qui a les chaussures pleines de boue, qui rentre chez vous comme s'il était chez sa mère et qui commence à vous préparer un petit café, alors que vous en buvez pas, vous buvez que du thé. Voilà, c'est un sup. En fait, faut arrêter. Voilà, faut arrêter. Donc c'est ces 3 raisons, principalement, que je trouve qui font que c'est extrêmement irritant. Voilà. Maintenant, comment on fait, concrètement, pour faire face à ce genre de situation ? En gros, comment est-ce qu'on va faire ? Une des choses à comprendre, c'est comprendre les 4 C. Ces 4 C, vous pouvez vous les appliquer à vous pour checker si vous prenez cette posture de sachant et de personne qui explique la vie à l'autre, ou vous pouvez aussi le checker avec la personne qui est en train de vous expliquer la vie. Est-ce qu'il y a votre consentement ou est-ce qu'il y a le consentement de la personne en face ? Est-ce que, en fait, c'est des conseils sur demande ou pas ? Ensuite, il y a le C de compétence. En fait, la personne qui est en train de vous expliquer la vie, elle parle depuis quelle expertise concrètement ? Voilà. Et vous pouvez très bien demander cette question. Mais c'est quoi ton expertise là-dedans, rappelle-moi ? Le 3e C, c'est le contexte. En fait, c'est quoi ton objectif ? Et ton conseil, il sert quoi ici ? Voilà. Ou mon objectif, c'est quoi et il sert quoi ? Ça marche aussi. Et le dernier C, c'est le coût. En gros, là, c'est en train de me coûter quoi, ce qui est en train de se passer ? Ça, c'est les 4 C à checker. Ensuite, c'est de ne pas hésiter, si vous n'avez pas une éloquence spontanée face à ce genre de situation et que vous restez un peu sans voix. Honnêtement, ça peut paraître hyper bateau ce que je vais vous dire, mais préparez-vous à l'avance des petits scripts courts, fermes et réutilisables. Vous écrivez des petites phrases que vous apprenez très simples, du style « Merci, je ne souhaite pas de conseils sur ce sujet » ou « Je suis déjà accompagnée pour cela, je suis mon protocole médical, j'ai choisi des enseignants, j'ai quelqu'un de génial qui m'accompagne là-dessus » ou par exemple « Je n'ai pas demandé d'avis » ou « Ne pas répondre ». En fait, préparez-vous des petits scripts fermes,
que vous pourrez utiliser. Voilà. En fait, c'est des scripts, honnêtement, là, on parle d'assertivité, c'est-à-dire d'avoir une efficacité pour pouvoir vous exprimer sans être forcément agressif, sans être forcément en colère, de manière très ferme. Voilà. Et ça s'entraîne. Et donc, la chose dont je vous parlais aussi tout à l'heure, une autre chose que vous pouvez faire, c'est de renvoyer la charge de la preuve. Donc, je reprends l'exemple de la professionnelle qui me demande de prouver si je sais bien faire du Qigong. En fait, en gros, elle m'a demandé une preuve, alors que c'était elle qui était en train de me mettre dans une posture où elle essaie de m'expliquer la vie. En fait, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut faire. En fait, il y a ce phénomène qui apparaît énormément dans les violences sexistes et sexuelles. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre parce que c'est vraiment un phénomène de manipulation. Vous n'avez rien à prouver. C'est pas parce que quelqu'un vous explique la vie et qui vous demande de prouver en plus de ça que vous n'en avez pas besoin quand on vous explique la vie, que vous devez lui prouver. C'est le contraire. Vous renvoyez la charge de la preuve en lui demandant « Mais t'as une source ? Est-ce que t'as une source courte et solide ? Envoie-la-moi. Sinon, merci, ça va aller. » C'est vraiment, hésitez pas. En fait, la personne qui vous explique la vie, vous hésitez pas. Hein. S'il vous demande des preuves, c'est à vous leur renvoyer. Mais toi, c'est quoi la preuve du coup de ce que tu me dis ? Vraiment, vous hésitez pas. Et il y a une autre chose que vous pouvez checker aussi, c'est le niveau d'incertitude estimé. En fait, en gros, si une personne est 100% certain de ce qu'il est en train de vous expliquer, on a un indice d'humilité intellectuelle relativement bas, je dirais. Et donc là, on est clairement sur un phénomène d'orgueil, quoi, clairement. Vous pouvez aussi demander ça, mais c'est du coup un manque d'humilité intellectuelle. Et l'humilité intellectuelle, en fait, au contraire, c'est quelque chose qui va réduire la polarisation, qui va favoriser l'apprentissage. Donc plus on va être humble intellectuellement, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas se faire des compliments ou qu'on ne sait pas reconnaître notre valeur, juste on va être humble. Quand on est humble intellectuellement, on continue d'apprendre, on questionne, on a de l'incertitude. Voilà. Si vous avez quelqu'un qui n'est pas comme ça en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne sait pas être humble intellectuellement. Voilà. Et ça, c'est de la connerie, de nouveau. Bon, il y a beaucoup de cons dans mon podcast là, mais je pense que vous comprenez l'idée. Voilà. Bon, ensuite, un autre truc que vous pouvez faire, c'est de hygiène social media, tout simplement. Donc, il y a des options, mute et bloquer, qui sont très simples. Soyez très généreuse là-dessus, il n'y a aucun problème. Moi, c'est quelque chose pour lequel, depuis 3 ans, depuis ce qui s'est passé, j'ai une tolérance 0. Je bloque dès que j'ai un comportement comme ça. Et oui, il y a plein de gens qui vont crier à la liberté d'expression, sauf qu'en fait, t'es bloqué sur un réseau social. Si c'était illégal, l'option n'existerait pas. Et puis, dans tous les cas, bloqué sur un réseau social, c'est pas vraiment ta liberté d'expression, c'est juste qu'en fait, c'est mon espace, j'ai pas envie de dialoguer avec des cons, puis j'ai encore moins envie qu'il y ait des cons qui m'expliquent qui je suis. Voilà. Et en fait, c'est pas légal. Enfin, c'est pas illégal, ça fait pas de mal. Donc, tant pis, en fait, voilà. Donc ça, c'est une chose, vraiment, utilisez-la de manière extrêmement généreuse. Voilà, c'est vraiment, n'hésitez pas. Et puis, dernière chose, checkez pour vous, en fait, de pas tomber dans le piège inverse. C'est-à-dire, ne tombez pas dans le comportement de la personne qui, justement, passe son temps à expliquer la vie aux autres. Parce qu'en fait, du coup, sinon, vous devenez une personne qui est vraiment pénible à fréquenter. Donc, si vous êtes quelqu'un que personne ne veut fréquenter, posez-vous des questions. C'est peut-être pas là-dessus, ça peut être sur autre chose, mais c'est intéressant de se poser des questions quand même. N'hésitez pas à pratiquer l'humilité intellectuelle, votre capacité à vous remettre en question, à réviser les choses, à apprendre tout le temps, à distinguer vos connaissances et votre intuition. Ça, c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans la formation intuitive. À respecter l'expertise d'autrui. Ça veut pas dire qu'on prend tout dans le bec comme ça, mais respecter quand même l'expertise et l'expérience parfois d'autrui, tout en faisant preuve en fait de nuances, d'esprit critique, etc. Et méfiez-vous aussi du shot de pouvoir que ça procure le fait parfois de conseiller, d'être utile, d'être nécessaire. Il y a une question que vous pouvez vous demander, très simplement, c'est « Est-ce que là, j'aide vraiment ou est-ce que je suis juste en train de me régaler de conseiller ?» Voilà, ça c'est une question qui permet très rapidement de checker en fait où est-ce qu'on se situe. Voilà, si je devais conclure cet épisode, donc déjà regardez la bibliographie que je vous ai faite parce qu'il y a plein d'ouvrages qui peuvent être très intéressants pour vous dedans. Donc le livre notamment « Ces hommes qui m'expliquent la vie » de Solnit, je vous encourage vraiment à aller le voir. Rappelez-vous qu'en fait, même quand quelqu'un vous explique la vie, vous restez l'autrice de votre expérience, la légitimité, vous l'avez. En fait, là, on parle vraiment de légitimité. Personne ne peut sentir et ressentir mieux dans votre corps que ce qui se passe, en fait, ce que vous ressentez dans votre corps. Donc, que ce soit pour du sport, pour de la mobilité, pour l'entraînement, pour plein de trucs, ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement à comprendre d'un point de vue corporel. Chaque corps est unique, donc chaque corps ne fonctionnera pas exactement de la même manière, ne bougera pas exactement de la même manière, ne ressentira pas exactement de la même manière. Et c'est hyper important de développer justement cette fine connexion qu'on a avec notre corps pour le connaître mieux que personne d'autre. Que ce soit pour de la mobilité, pour du sport, pour du cardio, pour de la sexualité, pour du plaisir, pour de la sensorialité. En fait, c'est vraiment extrêmement important. Personne ne peut connaître mieux que vous vos ressentis. Donc ça, c'est une chose, mais ça va être la même chose avec votre expérience. Vous allez vous faire expliquer la vie quand vous allez commencer à parler de vos vulnérabilités, de vos blessures, de vos agressions,
Moi, quand j'ai commencé à parler des agressions sexuelles que j'avais pu vivre, mais alors là, le comportement de on m'explique la vie en face, mais décuplé, mais fois 10 000, mais évidemment, au point qu'on en arrive à douter de est-ce qu'on a vraiment vécu ça, ou la personne qui est en train de m'expliquer que j'en fais trop, ou qui est en train de m'expliquer qu'en fait c'est moi qui suis folle, ou que je l'ai bien cherché, etc., elle a peut-être raison. C'est quoi le truc? Donc voilà, c'est des choses qui vont arriver. Mais rappelez-vous que donc vous êtes vraiment l'autrice et l'auteur de votre expérience, que votre expérience, en fait, c'est ce qu'il y a de plus légitime. C'est aussi quelque chose que je répète depuis des années, juste d'un point de vue business. Si tout ce que j'amène, tout ce que j'aborde, tous les sujets que j'amène sont uniquement des choses qui sont issues de mon expérience, c'est parce que je sais que personne ne peut remettre ça en question, dans le sens où je veux amener que des choses que je ressens incarnées et légitimes. Donc, vous me verrez pas parler de la maternité, sauf si un jour je suis maman, mais j'en doute. Vous me verrez pas parler de sujets que je n'incarne pas, que je ne traverse pas, que je ne comprends pas profondément avec mon corps, avec mon conscient et avec mon subconscient, parce qu'en fait, au fond, je ne les connais pas. On peut savoir et ne pas connaître, ou l'inverse, je sais plus exactement comment on dit, mais c'est deux choses différentes. Et l'expérience, on peut pas l'enlever. En fait, quand on a traversé quelque chose, ce quelque chose, on le connaît profondément et c'est légitime. Donc quoi qu'on ait traversé, quoi qu'on ait expérimenté, c'est légitime. Ça veut pas dire que c'est universel. Faut pas tomber dans ce truc de moi si j'ai vécu ça, ça veut dire que c'est comme ça pour tout le monde. C'est pour ça que je vous dis toujours, c'est pas parce que moi j'ai pu le faire que vous allez pouvoir le faire ou quoi que ce soit, mais je vous parle de moi en espérant que vous puissiez vous y reconnaître. Mais évidemment, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez pas ce qui vous parle pas. Donc dans tous les cas, c'est vraiment remettre de la légitimité sur votre expérience et plus que tout, apprendre à asseoir votre autorité. Au point où vous êtes ce beau cheveu imbibé qui ne capte pas l'eau salée et qui ne se dessèche pas malgré l'eau de mer. C'est un peu ça. Vive l'écrire, quoi. C'est asseyer cette autorité, cette souveraineté bien assise et bien en place, qui fait qu'en fait, la seule autorité que vous reconnaissez, c'est la vôtre. Intérieure, je parle, d'accord ? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un essaie de vous expliquer la vie, en fait, c'est une intrusion, une tentative de colonisation de justement votre intégrité, votre intériorité, votre autorité. Ça peut paraître extrêmement extrême, la manière dont je parle, mais parce que je trouve vraiment que c'est quelque chose dont j'entends pas assez parler autour de moi et qui est insupportable. Je sais qu'on parle vraiment beaucoup du mansplaining en ce moment, mais c'est pas le seul domaine. Il y en a vraiment de partout et c'est un comportement qui fleurit. Faut arrêter ça. C'est relou. Voilà, c'est juste relou. Si vous avez envie d'expliquer la vie aux autres, faites un podcast. Faites du Chloé Bloom, faites un podcast si vous voulez. Comme ça, il y a que les gens qui ont demandé qui vont vous écouter. Comme ça, c'est pas des conseils non sollicités, c'est des gens qui ont vraiment envie de vous écouter. Voilà. Mais bon, je vais arrêter mes conneries ici. Et puis écoutez, j'espère vraiment que ça a pu vous intéresser, que ça a pu vous parler, et puis surtout qu'en fait, vous saurez peut-être comment réagir face à ce genre de choses et que vous saurez recadrer. N'hésitez vraiment pas à recadrer si vous vous en sentez capable, et si vous en sentez pas capable, vous pouvez aussi laisser pisser. Après, voilà, moi, la technique, c'est d'exploser de rire parce qu'en fait, à chaque fois, je sais tellement pas quoi faire de cette pulsion de fou rire quand je suis face à quelqu'un qui me fait ça, que la plupart du temps, je ris, en fait. Il m'est déjà arrivé même de tourner un peu en dérision un comportement comme ça. Et c'est quelque chose que vous pouvez complètement faire. Hein. C'est très bien, d'ailleurs, de tourner en autodérision. Ça peut être parfois un peu moins vexant que le recadrage. Et puis, si vous avez quelqu'un qui sait un peu rire de lui-même ou d'elle-même en face, en général, ça passe. Pas tout le temps, mais en général, ça passe. Voilà. Écoutez, écrivez-moi, dites-moi. Comme d'hab, j'aime trop avoir vos retours. Vraiment, ça me conforte, ça m'oriente, ça m'inspire. Vous m'inspirez beaucoup. Cet épisode, je l'ai fait parce que vous avez été plusieurs centaines à m'écrire et à me parler de ce sujet-là quand j'ai ouvert une boîte à questions là-dessus. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un truc de fou, comme il faut en parler. Voilà, faut en parler. Donc, vous m'inspirez beaucoup. Donc, merci. Vraiment, merci du fond du cœur. Je vous remercierai encore jamais assez d'être sur ce podcast et d'écouter mes divagations, n'est-ce pas? On se retrouve la semaine pro pour un nouvel épisode sur un sujet qui va être très différent. On va parler d'angoisse, donc si vous êtes quelqu'un qui est angoissé, faudra l'écouter. Voilà. Je vous embrasse et puis à très bientôt.